Bienvenue, aimables téléspectateurs, à ce grand plateau sur Télé 50. Oui, nous allons revenir sur le processus électoral, les élections de 2023 dans son entièreté, la présidentielle plutôt, mais aussi les législatives. Nous allons évoquer également sur ce plateau la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, l'insécurité persiste. Aujourd'hui, Goma est menacée. Et oui, quelles sont les prérogatives justement pour permettre à la République démocratique du Congo de retrouver la paix, du moins cette partie de la RDC. On reviendra également sur les léopards, leur participation à la Coupe d'Afrique de Nations 2023 Côte d'Ivoire. Oui, cette participation qui a retenu l'attention, plus précisément en demi-finale, avec ce message lancé par le 11 national sur la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce grand plateau spécial avec deux analystes politiques, M. André Famba, Monsieur André Fambaye, mais aussi M. Jean-Louis Omende. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci. Alors on va commencer avec vous sur cette problématique du processus électoral en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, d'aucuns restent mitigés, du moins, je dirais, l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Cette question reste interrogative sur la bonne organisation des élections en République démocratique du Congo. Pouvons-nous aujourd'hui revenir sur cette question et évoquer justement la question de la présidentielle, mais aussi les législatives de 2023? Monsieur Famba. Merci beaucoup madame. Je crois que cela a été fait à Lubumbashi. Je profite ici sur votre plateau de l'opportunité que vous nous offrez pour présenter nos sincères félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président réélu de la République démocratique du Congo. En tout cas, nos éloges à son Excellence et nous vous encourageons de continuer et de poursuivre votre plan de 145 territoires qui est déjà opérationnel. Voilà. Pour revenir à votre question, madame, je crois que les élections de 20 décembre 2023, là je commence par féliciter la CNU. Pourquoi? Parce que bon nombre de Congolais, de politiques pensaient qu'il allait y avoir un glissement, de manière à ce que la CNI puisse, selon eux, organiser mieux ces élections. Mais étant respectueuse de la loi, la CENI a fait le nécessaire, c'est-à-dire il y avait eu bel et bien élection de la présidentielle et des législatives le 20 décembre 2023. Et là, coup de chapeau à la CENI. Quant aux élections en question, je crois qu'il est évident, ce n'est pas la première fois qu'il y a élection en République démocratique du Congo. Je crois que les premières, après la période moubusienne, c'est celle de 2011. Vous êtes sans ignorer, madame, qu'il y a eu contestation juste après les élections. Pourquoi? Parce que l'opposition décriait qu'il y a eu fraude. Il y a également les élections de 2011-2016. Vous êtes témoin, je rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que Kinshasa a toujours été, n'est-ce pas, le fief de l'opposition. Alors, aux côtés de la Cinco, l'homme de Limité avait dit que c'est lui qui avait remporté les élections. Et ce qui a été comme preuve, il a prêté serment chez lui à la maison, qui est celui du président de la République et non le président sortant. Il y a eu aussi un contentieux électoral. En 2018, même, c'est ce que je vais ici étaler. Quand même les élections se sont bien déroulées, d'ailleurs c'est ma première fois, moi, de voir au niveau de la CNU, n'est-ce pas, les candidats, les observateurs, ainsi que d'autres membres de la presse, assister, n'est-ce pas, au comptage, assister à ce que la CNI faisait comme travail.
En fait, pour moi, ça a été une surprise parce que c'était la première de voir une organisation pareille. La CENI a fait son travail. Mais pourquoi est-ce que je félicite la CENI ici? La CENI n'était pas restée calme. Elle a dénoncé les cas de fraude, de bourrage d'urnes, hein, ainsi qu'autres cas qui allaient à l'encontre par rapport à l'organisation des élections. Raison pour laquelle vous et moi avions suivi ensemble la télé, on avait retiré mandat à un certain nombre de candidats qui avaient postulé, et par conséquent, jusque-là, les autres sont traînés en justice. Je crois que d'ici là, on pourrait voir, dans la mesure du possible, comment délibérer ceux qui ont raison et poursuivre encore en justice ceux qui ont tort. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui sont les membres de la centrale électorale ou encore les responsables des bureaux de vote qui ont cédé ces machines, parce que ces machines qui étaient détenues par des individus devaient revenir à des bureaux. Alors jusqu'aujourd'hui, la question reste posée, comment ces machines sont arrivées entre les mains des individus et aussi qui ont déverrouillé ces machines parce que les codes étaient détenus par les agents de la CENI. D'accord. Si c'était seulement du côté de la mouvance, j'allais vous donner raison, madame. Mais moi, je vous dis d'emblée, on a assisté à des scènes. Hein. Il y a des gens qui allaient voter parce qu'il fallait cliquer. Vous cliquez le numéro 20, ça sort le numéro 3. D'où vient cette machine-là? Voilà, c'est ça la question. C'est-à-dire qu'il y a eu des imprimeurs parallèles qui ont imprimé des machines d'un côté tout comme de l'autre. Hein. Ce n'est pas seulement du côté de la mouvance. C'est la question que la CENI doit traiter à fond, de manière à ce que ce cas ne puisse en aucun cas se récidiver, pour éviter cela. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fabriqué en parallèle les machines. Je ne m'en disconviens pas, peut-être un ou deux membres de la CENI pouvaient vendre la machine. Mais ces éclaircissements que voudrait connaître aussi la population. C'est ce que j'ai dit. Mais il y a des gens, je vous dis sincèrement, qui ont les moyens, qui ont imprimé en parallèle les machines à voter. Et ils ont voté. Raison pour laquelle, quand les gens criaient à la télé, non, moi j'ai voté numéro 20, allez au ça, il demandait. Mais je vois, il s'assoit numéro 3. Comment? Voilà, c'était des part et d'autres. Alors, je crois que la CENI a tiré les sons, mais ça n'a pas tellement entaché les élections. Je crois qu'il y a eu des délibérations. Le président de la République a récemment même prêté serment au stade. Et les députés ont été validés et la machine continue. Aujourd'hui, oui, les députés ont été, les mandats ont été validés au niveau de l'Assemblée nationale, mais ça reste quand même des résultats provisoires parce que la Cour devrait se prononcer aujourd'hui. On revient encore sur cette question parce que la majeure partie des Congolais se disent finalement, ces élections se passent comment? Comment quelqu'un peut être autant élu, autant voté, mais n'est pas élu au finish, au détriment, par exemple, de quelqu'un qui a été moins voté. D'où la question du seuil d'éligibilité aujourd'hui, parce qu'on se dit finalement, est-ce que tout le monde a compris comment les choses se passaient? Parce que la même question a été aussi soulevée au niveau de la Cour pour savoir finalement comment est-ce que les calculs ont été faits. D'accord. En fait, la question ne se pose surtout pas aux indépendants. C'est au niveau des regroupements. Vous comprenez? En fait, dans les regroupements, qu'est-ce qui se passe? Juste, c'est quand il y a... La CENI confirme qu'il y a autant dans votre regroupement, autant de candidats qui ont satisfait. Le regroupement décide à sa manière pour l'équilibre des candidats qu'il fallait envoyer là-bas. Vous comprenez? C'est le premier élément. Le second élément, la Cour constitutionnelle, les portes de la Cour constitutionnelle sont ouvertes, étaient ouvertes parce que c'est déjà clôturé. Il fallait amener les recours. Vous comprenez? Par biais des mandats de votre regroupement, vous amenez les recours. Avec les PV à l'appui. Là encore, c'est un problème parce qu'il y a d'autres regroupements qui ont carrément refusé de porter plainte, d'autoriser leur candidat à porter plainte. Qui a refusé ça? Je ne veux pas citer des noms ici, mais oui, on en parle dans les réseaux sociaux. Nous sommes les légalistes. On doit citer, entre parenthèses, on doit citer un cas, le cas par exemple de la candidate d'Issochoy, qui revient également sur ce cas où son parti et son regroupement carrément interdit qu'on n'aille pas en justice. Non, pas en justice. Il fallait aller à la Cour constitutionnelle. Il fallait bien parler avec le chef, le représentant de votre regroupement, de manière à ce qu'il puisse vous aligner dans la liste et qui vous donne mandat pour aller à la Cour constitutionnelle. Si elle n'a pas reçu mandat, ce n'est pas
un problème de la Cour constitutionnelle de la CENI. C'est un problème de son regroupement politique. Exactement. Et pourquoi le regroupement politique avait refusé de lui donner un mandat? C'est ça la question. Donc il faut poser la question à madame. Et vous direz même pourquoi. Moi, je crois que quand il y a un problème au niveau de regroupement, au niveau des partis politiques, il faut aller silencieusement, opérer d'abord, établir cette histoire dans la légalité. Et là, on peut vous donner un nom, crier dans les médias. Bon, peut-être son regroupement a jugé inopportun de lui accorder le mandat. En fait, c'est un peu ça. En fait, ça a été clair, il fallait absolument, n'est-ce pas, rentrer à la Cour constitutionnelle, déposer, n'est-ce pas, son recours, et si tous les PV, parce qu'il y a bon nombre de candidats qui n'ont pas eu la présence d'esprit de prendre les PV. Les PV. C'est ça les défauts. Donc vous ne pouvez pas aller à la Cour constitutionnelle sans PV. Et là, ça n'ira pas. En fait, c'est un peu ça. Mais dans l'ensemble, dans le gros, en tout cas, ces élections se sont bien déroulées. Je félicite beaucoup la CENI. Alors, M. Jean-Louis Omende, aujourd'hui, si on doit revenir sur cette question d'élection, on parlera aussi des quelques circonscriptions qui n'ont pas connu d'élection, notamment la partie est du pays. Cette situation d'insécurité n'a pas permis aussi aux élections de se dérouler normalement. Aujourd'hui, cette question revient sur la table. Le président de la République en a même parlé pour revenir sur qui est, je dirais, la question de l'insécurité fait partie de ses axes prioritaires. Aujourd'hui, quelle devrait être la solution pour résoudre finalement cette question de l'Est de la République démocratique du Congo? Madame, comme vous le savez, c'est une question pertinente qui a arrangé la quiétude ici de la population congolaise. Fort malheureusement, ceci ont des conséquences très graves vis-à-vis, entre autres, des organisations des élections dans notre pays. Comme vous le savez, c'est depuis 2006 que les élections sont organisées dans ce pays sans pour autant que certaines populations de certaines contrées puissent en prendre part. Ici, je parle de la contrée comme Kwamut, Rutshuru, Masisi, entre autres, dont s'il faut faire l'assemblage, ça représente à peu près 16 sièges, ce qui est véritablement un manque à gagner, parce que ces contrées ont aussi besoin de leurs représentants pour parler pour eux. Mais comment éradiquer ou comment en jubiler avec cette situation? Moi, je pense que cette question nécessite la participation de toutes les couches de la population congolaise. Étant donné que ce n'est pas une seule affaire du président de la République, qui est, entre autres, une institution à part entière. C'est aussi une responsabilité des gouvernements, parce que les gouvernements étant un système défensif d'un pays, les gouvernements devraient s'impliquer beaucoup plus davantage pour envisager les solutions par rapport à la guerre ou à la situation d'insécurité constatée à l'est du pays. Pourquoi j'ai dit les gouvernements? Je ne saurais pas dire que le gouvernement ne fait rien, mais le gouvernement fait, mais il fait en partie. Je ne saurais pas imputer cela au chef de l'État, étant donné que les efforts du chef de l'État en tant qu'institution, nous sommes en train de les constater. Nous avons vu, il a tenté avec l'EAC, pour voir à la mesure des possibles comment éradiquer à cela. Il y a eu tellement de critiques dans le pays. Fort malheureusement, les critiques a eu raison par rapport à ce qu'a été la décision du chef de l'État. Nous avons fini par comprendre que nos co-citoyens africains de l'EAC n'étaient pas en soi dans la logique. Des choses. Quand le gouvernement allait vers l'EAC, il y a déjà l'opinion qui criait que ça n'allait pas marcher. Aujourd'hui, la question même de l'état des sièges, la population a décrié, a revendiqué. Mais apparemment, c'est comme s'il y a un forcing où l'on veut absolument faire ce que l'on pense sans tenir compte de l'opinion. Parce qu'apparemment, ce que dit l'opinion s'avère être vrai à la longue et vérifiable même. Ça dépend de la stratégie politique de notre chef de l'État actuel.
Je l'ai observé dans toute objectivité. J'ai vu que c'est un monsieur qui aime aller avec chaque chose et de manière méthodique. Pour que ça ne soit pas demain, voilà pourquoi il est allé là-bas, il nous a laissé ici. Il a voulu donner la chance ou alors ouvrir les parois à ses frères africains pour que ça ne soit pas demain que non, vous ne nous avez pas consultés. Mais voilà, cette fois-ci, il a donné l'opportunité à ces gens de participer à la solution tant cherchée par la République démocratique du Congo. Fort malheureusement, ils nous ont trahis. Et j'ai continué à applaudir ces efforts parce qu'il n'est pas resté les mains croisées. J'ai vu à la sortie ici des sommets des 8 mai de Windhoek, une décision a été prise dans le sens ici de faire venir la force de la SADC, toujours dans le sens d'envisager les solutions concernant les problèmes d'insécurité à l'est du pays. Est-ce que la solution finalement ne serait pas nous-mêmes, la République démocratique du Congo, parce que l'on parle de renforcement de l'armée, équiper l'armée comme il se doit. Ce ne sont pas les vrais problèmes réels auxquels devrait s'attarder la République, justement, en lieu et place d'aller chercher des gens ailleurs qui, au finish, sont ceux-là qui viennent carrément pour les richesses de la République démocratique du Congo. Absolument, madame. Absolument. Je n'avais pas encore fini avec mon idée. Permettez-moi de vous le dire que lorsque nous faisons recours aux voisins, ce n'est pas dans les buts d'amis et galeries. Allez-y comprendre que la République démocratique du Congo est victime d'un grand complot de la politique internationale, d'où nous ne pouvons pas continuer à s'entêter à mener cette guerre-celle. Nous avons besoin de soutien. De la même manière que les Rwandais et l'Ouganda ont besoin de soutien, laissez-moi les citer de manière directe, parce qu'ici je n'engage pas mon parti politique. Nous avons aussi besoin de ce soutien qui est vraiment un soutien très important pour nous. Vous savez, lorsque je parle des gouvernements, le gouvernement a une grande responsabilité dans tout ce qu'on est en train de constater à l'est du pays. Moi, je pense que notre gouvernement doit faire correctement les choses. Doit faire correctement les choses comment? Vous savez, en guerre, ce n'est pas toute la population qui combat, mais c'est la population militaire qui combat en guerre. Il faudra mettre sur pied une sorte d'échelle de valeur, donner l'importance selon les ténèbres de chaque besoin sur cette échelle. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu la loi des finances pour l'exercice 2024, promulguée le 14 décembre par le chef de l'État. Quand j'ai regardé la session 5 de cette loi, où on a donné beaucoup plus de l'importance par rapport au Parlement pour ce qui concerne la nécessité budgétaire, mais moi j'ai été étonné comparativement à l'importance qu'on a accordée au budget militaire de notre armée. Moi j'ai été étonné, madame. Vous savez que l'actuelle loi des finances prévoit une enveloppe pour l'installation par Parlement à peu près 400 000 $ américains. Et en quoi le gouvernement aide les chefs de l'État à éradiquer avec la situation de guerre à l'est du pays? En quoi? Le gouvernement doit apprendre à être sérieux. Nos militaires sont des compatriotes et ils sont en train de démontrer leur détermination. Cependant, ils ont aussi besoin de motivation, madame. Il faudra mettre sur pied un budget spécial portant sur l'amélioration des soldes militaires, les soldes des militaires au front. Pourquoi ne pas réfléchir dans ce sens? Parce que déjà quand on prend 400 000 par député, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 500. Ça comptait les 112 du Sénat, de la Chambre haute. Ça fait combien d'argent? Et s'il faudra faire les choses comme il se doit, en essayant de revoir un tout petit peu. Je ne suis pas contre les parlementaires, et prière de m'excuser, chers parlementaires, vous êtes là pour le peuple, et ce peuple a besoin de solutions par rapport à la situation qui se passe à l'est du pays. Et les gens qui doivent amener la solution à cette situation, ce sont d'abord les militaires, certes, sous l'appui de la politique, mais ce sont d'abord les militaires, d'où faudra améliorer les conditions de ces militaires, madame. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Mais justement, si on revient sur la responsabilité du gouvernement, aujourd'hui on se dit,
c'est vrai, tout le monde veut que le Congolais s'implique. On veut que les joueurs s'impliquent. On veut que le Congolais, l'âme dans la maman du marché, s'implique. Mais si en soi rien n'est fait concrètement, ça deviendra un slogan. La guerre à l'est du pays, c'est devenu pratiquement un slogan où on se dit, oui, on en parle comme si c'était un fait divers, en lieu et place de sentir réellement, par exemple, cette question de la réduction de train de vie. Oui. Aujourd'hui, en lieu et place de réduire, on veut encore augmenter, par exemple, le salaire des députés. On se dit finalement, est-ce que nous voulons réellement résoudre cette crise? Est-ce que, quelque part, nous ne sommes pas non plus nous-mêmes complices? D'accord. Je voulais un peu renchérir M. Jean-Louis Omene. En fait, quid de la quintessence de la guerre à l'Est? Première question. Que faire pour terminer cette guerre-là? C'est simple. Je m'en vais dire tout droit au président de la République. Il y a beaucoup de cas de traîtrise à l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que l'ennemi, ce n'est pas l'adversaire, l'ennemi met en jeu des millions. Pendant que les nôtres sont mal payés, comme veut le dire M. Jean-Louis Omene. Qu'est-ce qu'il faut pour le chef de l'État? Excellence, Monsieur le Président de la République, prenez soin vous-même d'avoir des numéros des vaillants soldats qui sont au front. Même seulement les lieutenants, les caporaux et ainsi que les sergents. Comme ça, vous vous imprégnez directement de la réalité par rapport à ce qui se passe au front. Mais ils le font. On donne. Ils le font à travers des vidéos. Ils réclament réclament des choses à travers des vidéos qui circulent dans le réseau. D'accord, je poursuis, madame. Une fois que le président, ou bien les siens, les proches, ont le numéro des gens qui sont au front, ils sauront exactement ce qui se passe au front. J'ai dit ici, il y a beaucoup de cas de traîtrise. L'argent là-bas. L'ennemi met des paquets, des millions de dollars. Mais on le sait. Voilà pourquoi les gens changent de position. La guerre devient pratiquement un fonds de commerce. Ça, c'est la première solution. La seconde solution. Bravo, j'ai dit bravo aux patriotes qui ont manifesté ici à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Mais je donne une solution durable pour que cette guerre cesse. Il est évident que ce n'est pas ces belligérants des M23 qui peuvent nous agresser farouchement comme ça. Quand même le Rwanda est derrière eux, il y a la communauté de l'Occident. Pas tous les pays de l'Occident, mais ceux qui se disent grands, les grandes puissances. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceux qui financent militairement, ceux qui financent, qui encouragent le Rwanda à armer les groupes armés ainsi que les M23, cessent de le faire. C'est-à-dire, ici en RDC, nous allons bloquer leurs activités économiques. Ça, c'est très important. Chers membres du gouvernement, suivez-moi attentivement. On ne consomme plus Canal+. Un. De deux, leurs avions n'atterrissent pas en RDC. De trois, les activités économiques qu'ils font soient fermées. Ça, c'est la solution. Ils vont dans le 24 qui suit demander au Rwanda et c'est comme les gens de rentrer chez eux. Le réel problème, c'est nous-mêmes la RDC. Quand vous allez fermer tout ça, vous allez survivre comment? Non, est-ce que nous vivons seulement de Canal+? Chez vous, on peut suivre. On n'a pas de production en interne qui peuvent rivaliser aujourd'hui. La guerre se prépare. Non. On le dit aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que nous sommes agressés en République démocratique du Congo. Qu'avons-nous fait pour nous préparer à répliquer à la hauteur de cette agression? C'est ce que j'ai dit, madame. Il faut faire ceci. Les secteurs que je suis en train d'appeler ici... La question de l'autoprise en charge ici seulement. Vous êtes dans le Katanga, dans le Haut-Katanga. Oui. Combien de fois seulement la farine... La farine ça, ce n'est pas l'activité de l'Occident, madame. Non. Ça, c'est un exemple. Combien de fois on a crié famine dans cette partie? Combien de fois? Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore capables de nous alimenter. Non, on n'a pas crié famine. On a crié hausse de prix. C'est différent. Et les gens vivent aisément. Je vous ai dit la fois passée ici, si on est dans tous les hôpitaux de la RDC, vous ne verrez jamais un malade qui meurt de faim. Il n'y a pas. Il n'y a pas, madame. Ici, c'est bloquer aussi ceux qui nous agressent derrière le Rwanda. Voilà la solution que je suis en train de donner au gouvernement. C'est-à-dire bloquer leurs activités économiques. Ils ont des mines d'or là-bas.
Ils font beaucoup de choses là-bas à l'Est. Rwandais, Bloquer ces activités. Aujourd'hui. Non, Rwandais a déjà On a- été suspendu. C'est déjà suspendu. Ils sont chez eux. Bloquer l'atterrissage de leurs avions, parce que ça leur procure des millions de dollars. Bloquer leur compagnie d'activité. Il ne faut pas l'activité par rapport au secteur vivrier. Non. Il faut des activités économiques par rapport au transport, par rapport à leur canal plus ici, par rapport au traitement des mines d'or, des coltans à l'est du pays. Si vous bloquez ces secteurs d'activité des Occidentaux qui sont derrière l'agresseur, je crois qu'ils vont à la mairie demander au Rwanda cesser. En tout cas, il y aura pénurie, n'est-ce pas, chez nous, des denrées, vivriers aussi d'argent. Ils vont cesser cette guerre, madame. En fait, ça, c'est une solution. Et puis, je demande aux patriotes qui ont fait ce geste-là hier de ne pas le faire à la manière brutale. Je demanderai aux populations congolaises de solliciter d'abord l'aval des autorités locales, c'est-à-dire ici c'est le gouverneur, dans d'autres villes c'est le maire de la ville, des marches pacifiques encadrées par les policiers, avec des pancartes, des calicots décriants, avec des calicots, des écriteaux écrivant là-bas, nous voulons la paix en RDC, on est en train de tuer des millions de Congolais, vous taisez et vous encouragez l'agresseur. Si on fait ça de manière régulière chaque semaine, le mercredi et les samedis, pacifiquement, sans casse, sans quoi, je crois que ça va arriver à leurs oreilles. Ensuite, nous bloquons leurs activités économiques que je viens de citer ici. Je crois que dans 2-3 jours, ils vont libérer la situation. C'est-à-dire demander au Rwanda, cesser la guerre, sinon nous allons mourir, parce qu'ils vont mourir. Monsieur Jean-Louis Médé, on reste quand même sur cette question de l'Est de la République démocratique du Congo aussi pour évoquer cette marche dont M. Famba a parlé, la marche qui a été annoncée et on ne le dira jamais assez, oui, c'est cette population qui a revendiqué, mais qui va coordonner maintenant? Qui va coordonner ces marches aujourd'hui? Certes, madame, c'est une partie des solutions, tout ce dont vient d'énumérer le président Famba. Laissez-moi vous dire qu'il y a une forte part de responsabilité. Je préfère revenir là-dessus, comme je n'avais pas pu achever avec mon idée. Il y a une forte responsabilité de notre gouvernement. C'est bien bon de se mobiliser de cette façon. On peut embrasser des routes pour dénoncer. On peut boycotter à consommer la production extérieure. Mais pour quelle fin? Pour quelle fin lorsque vous-même, vous ne mettez pas des mécanismes susceptibles à substituer à ce dont vous boycottez? Donc c'est à notre gouvernement d'être sérieux. Je me demande, nous avons des ministres qui ont des conseillers ou pas? Je me demande, nous avons des ministres qui réfléchissent en fonction des études de leurs enfants en Europe, en fonction des constructions de leurs immeubles, ou quoi? Je me demande, en fait, je me pose des questions. Nous avons quel type de ministres? Nous avons des ministres qui ne font rien, qui ne donnent pas des rapports cohérents par rapport à ce dont ils avaient comme mission lorsqu'ils venaient d'accéder à leur ministère. Nos ministres ne font rien. Moi, j'aimerais que les chefs de l'État organisent un salon populaire où chaque ministre doit commencer à passer, à démontrer ou à présenter son budget, là, c'est pour les son bilan. Les membres du nouveau gouvernement. Non, laissez-moi vous dire, parce que la population en a quand même besoin. La population a besoin de savoir. Parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Nous avons un gouvernement fictif. Est-ce que nous avons un gouvernement qui travaille? Les chefs de l'État doivent organiser un salon populaire où chaque ministre doit commencer à présenter son bilan à l'attention de la population. Ils sont là pour la population. Ils sont pris en charge par la population. Ils sont payés par la population. Ce n'est pas le chef de l'État qui sort l'argent de sa poche pour payer ses ministres. C'est la population congolaise. C'est les contribuables congolais. Nous avons besoin de ministres sérieux cette fois-ci, mais c'est le chef de l'État. Mais quand vous parlez, j'aimerais quand même comprendre. Parce que les ministres, les membres du gouvernement, lorsqu'il y a problème, ils peuvent être interpellés au niveau du Parlement. Aujourd'hui, si on voit la configuration du Parlement, c'est à majoritaire union sacrée. Et fort de l'expérience des années passées, nous avons constaté que les questions politiques ont tendance à être résolues de manière politique, bien que l'on soit au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quelqu'un qui peut être interpellé, mais
on voit que les membres des députés de l'obédience le sauvent. C'est-à-dire qu'il peut être interpellé pour une question, vrai, et après avoir défendu, il faudra voter ou quoi, on vote en sa faveur. C'est ça le plus grand problème. Maintenant, comment résoudre cela? Parce que l'on sait que c'est aussi ça la démocratie. C'est aussi ça la démocratie. C'est-à-dire respecter les règles de jeu. Et dans ces règles de jeu, tout peut être manipulé dans le respect des règles de jeu. Comment sortir de ce carcan? Combattre la complaisance. Comment combattre la complaisance? Je félicite le chef de l'État parce que j'ai trouvé en lui cette culture d'anti-protectorat. Il est de nature à ne pas avoir de protégés. Moi, je pense que ceux-là qui entourent le chef de l'État doivent imiter les comportements de leurs leaders, de leurs guides. Lorsque la justice interpelle quelqu'un, laissez à la justice faire son travail. Lorsque le Parlement interpelle un ministre, laissez au Parlement de faire son travail. Nous avons besoin déjà consensueux. Nous avons besoin de ministres consensueux où chacun doit s'appliquer correctement dans son secteur. Question d'en faire bénéficier à notre population de ce que son droit. Le peuple souffre. Je reviens par rapport à la préoccupation à l'Est. Je suis en train d'imputer les 90% des responsabilités de ce qui s'est passé à l'Est et à notre gouvernement. À notre gouvernement, pourquoi? À notre gouvernement, tout simplement parce que notre gouvernement ne sait pas voir les choses de manière pratique. Mais nous sommes dans un état de guerre. Lorsque nous sommes dans un état de guerre, moi je pense qu'on devrait minimiser ou alors on devrait réduire certaines enveloppes au bénéfice de l'armée. Je suis contre la disposition de la loi de finances qui vient de rendre budgétivore l'enveloppe du Parlement. Je suis vraiment contre. Souffrez, je suis contre. Essayez de revoir un peu là-dessus, Son Excellence et Monsieur le chef de l'État. Essayons de se concentrer par rapport à la question de l'insécurité à l'Est. Alors, essayons d'améliorer les conditions de nos militaires dans les fronts. Quel sera le profil des nouveaux membres du gouvernement? La question des profils... Parce qu'on a vu, on est parti des gouvernements de warriors, des gouvernements... On se dit finalement, pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire les 6 axes du président de la République, quel devrait être le profil des hommes d'État? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, nous sommes plus tendance à voir des représentants des partis politiques à différents postes ministériels en lieu place d'avoir des hommes capables de revêtir cette casquette d'homme d'État. Moi, je pense que c'est la mission confiée à M. Augustin Kabouya. Certes, il est en train de côtoyer les différents regroupements, les différents partis politiques, afin d'amener les rapports au chef de l'État. Mais je pense qu'il devra étendre un peu son champ d'action. Il doit quitter les regroupements politiques, il doit quitter les partis politiques, il doit côtoyer aussi des institutions comme des sociétés civiles, il doit côtoyer des associations des jeunes, il doit côtoyer parce qu'il y a des atouts qui ne se retrouvent pas dans ces partis ou alors dans ces regroupements politiques. S'il faudrait toujours se focaliser à côtoyer ces gens, écoutez, ce sera comme qui dirait on est en train de jouer à la spiralité. On risque de se retrouver encore dans la même situation avec les mêmes personnes qui ont échoué de nous présenter un bilan positif. On va encore se retrouver avec eux. Et ça c'est de la blague finalement. Le chef de l'État, il a tout le temps. La population lui a fait confiance parce qu'en termes de voix, la population lui a massivement donné des voix. Il a été massivement voté par la population. Moi-même, j'ai bâti conséquemment ma campagne pour le chef de l'État. Moi qui vous parle, vous allez voir les images. J'ai bâti conséquemment ma campagne pour le chef de l'État. Formalisement, la volonté du peuple a été sabotée par certains non-légalistes. Mais ceci ne peut pas me décourager à continuer à accompagner le chef de l'État dans cette ligne. Le chef de l'État doit revoir... non seulement la question du profil des prochains membres du gouvernement, mais il doit être non sentimentaliste. Comment ne pas faire des sentiments alors qu'on vous a donné le maximum de voix? Vous avez composé avec des gens
Et en politique, c'est du donnant-donnant. Merci Ces partis et regroupements politiques attendent en retour quelque chose également. Merci, madame. Je crois que je venais de le dire ici, il y a les cas de traîtrise qui règnent à l'Est. Ce n'est pas le gouvernement ici qui peut descendre avec les armes, les ministres descendent avec les armes, ils vont combattre. Non, ce sont nos vaillants militaires qui sont au front. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le gouvernement vient d'acheter 2 Sukhoi encore, si vous ne le savez pas. Notre arsenal militaire est bel et bien renforcé, est capable de chasser ces gens-là dans 1 ou 2 semaines. Le problème qui se passe, je l'ai toujours dit, la guerre est internationale. Je vous donne un exemple. On a bombardé par satellite 2 de nos chars de combat. Et c'était mélancolique. C'est-à-dire la guerre, hein, ce n'est pas comme nous la voyons ici de loin. La guerre est tout à fait autre au champ, sur le champ là-bas. Récemment, ici, la nuit, ils voulaient prendre des sakés. Mais nos militaires ont quitté Goma. Ils sont allés, parce qu'il y avait 7 km entre Goma et Saké. Ils les ont chassés. Donc, la guerre rentre vers Minova. Vous comprenez? Encore à une vingtaine de kilomètres par rapport à Saké. C'est-à-dire que nos militaires travaillent. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le gouvernement les déploie là-bas, des bourses, des blocs d'argent pour qu'on leur paye, et que leur chef a eu là, certains, pas tous, n'est-ce pas, détournent cet argent. Les munitions qu'on leur donne, qui ne conviennent pas aux chargeurs. Et tout ça, on comprend qu'il y a encore des infiltrés parmi nos officiers militaires qui sont à l'Est là-bas et qui font saboter la guerre. C'est pourquoi je l'ai dit ici que le président de la République doit avoir les numéros de ceux qui sont au front. Les chefs donnent rapport et ils demandent là-bas comment évoluez-vous. Le gouvernement a envoyé autant pour vous payer. Est-ce que vous avez touché? C'est ça le grand problème. Le traîtrise, cette guerre-là prendra fin, madame. Je vous dis, sincèrement, je l'ai toujours dit sur votre plateau ici, la guerre de l'Est prendra fin, non par faute du gouvernement ou par faute du gouvernement, la population doit s'élever. Et quand ces gens-là entrent dans une contrée, ils tuent, ils décapitent. Hein? C'est pour faire peur aux gens. Il y a l'exode, madame, là-bas, que vous n'avez pas l'idée. Hein? La population se déplace de temps à autre. Exactement. On voit cette population qui se déplace à chaque fois. On se dit, à un moment donné, cette population aussi va se fatiguer. Non, il y a 2 choses. Courir, on se dit aujourd'hui. Il y a 3 choses, madame. Il y a non seulement le territoire, il y a aussi cette population que l'on devra sauver aujourd'hui. D'accord. C'est vrai, on leur dit, oui, patientez, cette guerre va finir. Elle va finir quand? Écoutez, madame. Parce qu'on se dit aujourd'hui, il y a plus de 300 sur plus de 600 jours où le sol est occupé. Quand on dit plus de 600 jours sur le plan économique, c'est des manques à gagner. Et on sait que cette partie est hautement stratégique parce qu'il y a des minerais, parce qu'il y a suffisamment de minerais pour en faire vraiment une richesse. Et ça pourrait être même cette richesse-là qui finance la guerre contre la République démocratique du Congo. Absolument. Je crois que le président était clair. Il avait dit, venons investir au pays légalement. Et ça sera du gagnant-gagnant. Et ce n'est pas leur plan. Il y a un plan B que je l'ai toujours dit ici, machiavélique. Ils veulent balkaniser le pays. C'est ça leur souci. Imaginez le petit Rwanda comme ça, avec ces groupes de M23 par rapport à notre armée qui compte plus de 200 000 hommes, 200 000 militaires. Si on largue ces gens là-bas à l'Est, mais cette guerre, ce sera... Mais ça reste des si. Ça sera dans les 48 heures. Suivez maintenant. Maintenant, il y a un problème. 10 ans, si, 20 ans, si. Non, écoutez, madame. Écoutez, il avait dit lui-même, à la moindre escarmouche, je réunirai le Parlement. Vous comprenez? Nous attendons, n'est-ce pas, la constitution du Sénat. Et une fois que le Sénat, là, il va le réunir en congrès et il va obtenir mandat ou autorisation pour déclarer la guerre contre le Rwanda. Le Rwanda, là, pour que la guerre cesse là, il faut qu'on attaque le Rwanda. Je l'ai toujours dit ici. On bombarde ici, nous bombardons le Rwanda. Ils vont vite se replier. C'est ça la situation, madame. Donc il y a beaucoup de stratégies. Alors que l'on sait que mais sur le plan diplomatique, oui, il a réussi. Avec ces manifestations, qui se sont déroulées non seulement à Kinshasa, je crois à Goma aussi, et un peu partout là, qu'on organise, que la population, ça ne regarde pas le gouvernement, que la population s'organise. Chaque samedi, il y a marche pacifique, autorisée par les villes, n'est-ce pas, et les gouvernorats, de manière à ce que, avec des calicots à main, hein, avec des pancartes où on écrit clairement que, en tout cas, ceux qui sont pour le Rwanda, qui encouragent le Rwanda, qui financent le Rwanda pour la République démocratique du Congo, doivent cesser. Et en même temps, qu'on bloque pour les entreprises des Occidentaux là,
qu'on bloque leurs activités économiques en RDC. Je vous dis, non madame, ce que je vous dis, c'est très fondamental et c'est ce qui amènera la fin de la guerre. Mais qu'est-ce qui empêche les partis et regroupements politiques de le faire, d'autant plus que, je dirais aujourd'hui, l'Union sacrée est un grand nombre, parce qu'il faudrait en ce moment... Non, parce qu'il faudrait coordonner cela. Il faudrait coordonner, parce qu'aujourd'hui, si l'on revient avec ces images, oui, les gens ont marché, mais il y a eu également des abus. Il y a eu des abus tout simplement parce que l'activité n'a pas été coordonnée. Oui, les messages ont été lancés au niveau des réseaux sociaux. Chacun sorti avec son idée. Comment arriver à coordonner cela? D'accord, madame. Comment arriver à coordonner cela? Écoutez, madame, coordonner, c'est facile. Vous comprenez? Il y a des partis politiques qui existent déjà, non? Exactement. De ce côté, ici, il y a l'opposition, parce que l'opposition concernait la guerre, c'est pour tout le monde. De ce côté, il y a la mouvance. Vous comprenez? C'est question de s'organiser et d'organiser, par biais des services compétents. Donc, autoriser quoi? Organiser les marches pacifiques, déclarant que nous voulons que la guerre cesse. C'est comme on dit là, on nous tue et vous vous taisez. Mais apparemment, vous semblez ignorer la correspondance du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a interdit les regroupements de plus de 6 personnes dans la commune de la Gombe. Il en a interdit. Non, ça a été un peu brutal. Ça a été un peu brutal. C'est-à-dire on arrache les drapeaux, tout ça. Oui. On voulait. Donc on met des feux un peu partout. Là, c'est mauvais. J'ai dit, la marche pacifique, c'est la marche qui sera autorisée par les autorités compétentes de la ville. On vous accompagne avec les militaires. Vous marchez pacifiquement sans brûler, sans casse, sans quoi. Et quand vous avez l'intention de sauter, d'entrer dans les ambassades, vous entrez dans les pays étrangers. Vous comprenez? De la marche n'a pas été organisée. C'est pourquoi je suis en train de recommander les patriotes et les hommes politiques et les civils d'organiser ces marches-là de manière pacifique, comme on l'a fait en France, comme on l'a fait aux États-Unis d'Amérique. Les gens ont bien marché, pacifiquement, pas de casse. La police les a accompagnés. Qu'on fasse ça chaque week-end. Chaque week-end. Et puis qu'on bloque Canal+, qu'on bloque Total de carburant, qu'on bloque les entreprises américaines, à l'Est, qu'on bloque tout. Madame, il y aura la solution. Je vous dis sincèrement, il y aura la solution. Ici, je m'avais félicité. Je félicite beaucoup son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'engagement. Pour l'engagement. En tout cas, nous sommes derrière vous, Monsieur le Président de la République. Je sais que cette guerre, elle ne vous dépasse pas. Vous étiez en train de suivre toutes les voies diplomatiques. Maintenant, nous sommes au bout des voies diplomatiques. Une fois que le Parlement, c'est-à-dire le Sénat est conçu parce que l'Assemblée venait d'être installée hier, alors, comme vous avez dit vous-même, à la moindre escarmouche, alors convoquer, n'est-ce pas, ces parlementaires-là en congrès, prenez la décision. Moi, j'ai dit ça il y a 2 ans sur ce plateau de Télé 50. Déclarer la guerre contre le Rwanda, cette guerre cessera. Alors, déclarer la guerre, ils bombardent sur une bombe, 3 bombes chez eux, cette guerre va prendre la fin de lui. Alors, on va terminer avec monsieur Jean-Louis Omende. Sur la question des léopards avec la Coupe d'Afrique des Nations, oui, une participation, alors que l'équipe est en train d'être refaite, quand même, il faudra le dire, l'équipe est en train d'être refaite avec le nouveau sélectionneur, manager, des sabres. Aujourd'hui, la RDC se retrouve dans le classement de la CAN, de cette CAN 2023, la 4e position, après cette défaite en match de classement. Aujourd'hui, l'on retient quand même, au-delà de la participation, au-delà de la prestation technique, leur message clé sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, félicitations aux Léopards. Si j'ai bonne mémoire, ça remonte de 1997 que les Léopards ont atteint ce stade à cette compétition. Fort malheureusement... Non, on parle de la CAN avec Ibenge. Avec Ibenge, ils sont arrivés à la 3e position. C'était des CHAN. Ça, c'était CHAN. Non, la Coupe d'Afrique des Nations. À la CAN, oui. Ils ont remporté le CHAN avec Ibenge. Ils sont arrivés à la 3e position dans le classement. J'ai bien dit si j'ai bonne mémoire, heureusement. Et comprenez que nous avons fourni des efforts pour en arriver là. Félicitations à nos Léopards pour ça. Et félicitations à leurs gestes patriotiques qui dénoncent la complicité de la communauté internationale par rapport aux exactions perpétrées à l'est du pays. Et seulement, j'inviterai ici notre entraîneur à encore beaucoup plus roder cette équipe et à consolider cette équipe. C'est une très bonne équipe. Il doit garder cette ossature pour que les meilleurs soient à l'avenir. Et Monsieur Famba? Merci beaucoup, madame. Ici, je vais m'adresser directement au ministre des Sports et Loisirs, Moukoua Kaboulou.
si j'ai bonne souvenance, c'était en 1994. J'étais encore à l'école primaire, où le feu maréchal Mobutu Sese Seko Kumodo Zabanga avait organisé une collecte générale au Zaïre. C'est-à-dire, après que nos vaillants léopards remportent la Coupe d'Afrique, à l'école, à l'université, au service étatique, au service para-étatique, aux commerçants, un peu partout là, le feu maréchal avait organisé une cotisation générale d'un Zaïre à l'école primaire et c'était continuel. Nous avions cotisé cet argent, mais ça n'a pas arrivé à destination. Les léopards n'avaient pas à en bénéficier. Voilà, ça c'est aussi la malchance. Imaginez, j'ai bien suivi le match ici. Les matchs, on a raté beaucoup de buts. Au point où quelqu'un est là, on shoot pour shooter dans le bois, il shoot à l'extérieur. Voilà, c'était un peu mélancolique. Alors, il y a une solution. Grand Kaboulou, Excellence, Monsieur le Ministre, convoquer ceux qui sont encore en vie, ces léopards-là, des Kazadi, Robert, des Bouanga Chimeno, des Katumba, des Mwepu, des Mukombo, des Kakoko, des Chinabo, des Ndoume, des Ndaye Mutumula. Ceux qui sont encore en vie, convoquez-les. Ceux qui ne sont pas encore en vue, convoquez leurs représentants des familles ainsi que leurs enfants, amenez-les ici à Kinshasa. Indemnisez ces gens-là, tant soit peu, hein, indemnisez-le, comme on dit à Lingala, Babouakasoui, de manière à ce que la colère que nos léopards ont, n'est-ce pas, soit enterrée. Vous allez voir vous-même, hein, la prochaine CAN, on va remporter la coupe. Oui, parce qu'il faudrait le dire, ils réclament à ce jour leur quota qu'on devait leur donner chaque mois, une somme de $500 à tous ces anciens léopards aujourd'hui qui est difficile à sortir. Et je crois même qu'avec la sélection, avec monsieur Makengo, qui est un de leurs représentants, au niveau de questions de justice et de droit et consorts, qui se plaignaient effectivement que jusqu'à ce jour, ces derniers n'ont pas cet argent, bien qu'ils le réclament au niveau des ministères de Finances et autres, ils n'arrivent pas à percevoir cela, alors que la plupart d'entre eux sont dans un état critique, ils ont vieilli, ils ont des problèmes d'arthrose, ils ont des problèmes de dos et consorts, donc ça demande à ce qu'ils puissent se soigner au quotidien. D'accord, madame. Imaginez, ces gens-là ont joué la Coupe du Monde. Mais allez voir dans les conditions auxquelles ils vivent. C'est malheureux. Je crois que nous devons nous organiser. Hein. Prenez par exemple les États-Unis. Si vous avez déjà été président, vous aurez votre standing. Vous comprenez? On ne peut pas vous rabaisser, vous négliger. Les présidents de la République, les anciens présidents de la République des États-Unis touchent encore jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas, les remoulements. Et même en Chine, hein. Et même en Chine, quand on était ministre et autres, on vous a fait. Oui, Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, Grand Kaboulou, encadrer, n'est-ce pas, les anciens léopards là, indemniser-les, Babouakasoy comme on dit, football échangé. Et là, j'en appelle à ceux qui ont l'habitude de dire que non, c'est nous les dieux de football, on fait ce qu'on veut, on peut les bloquer, ils ne peuvent pas marquer. Attention, Dieu existe. Laissez les enfants d'autrui évoluer. La RDC a besoin d'une nouvelle Coupe d'Afrique et pourquoi pas une Coupe du Monde. Monsieur André Fomba, je vous dis grand merci. Monsieur Jean-Louis Omine, des grands merci également. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez reçu ici sur ce plateau en tant qu'analyste, oui, analyste politique, mais aussi des questions d'actualité, notamment des questions sportives. Aimables téléspectateurs, c'était ce grand plateau sur Télé 50 où on a évoqué plusieurs questions d'actualité, notamment le processus électoral en RDC dans les élections de 2023, la question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi la participation des léopards à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'était un grand plaisir avec vous de partager ce moment. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.